Je vous le disais, fidèles téléspectateurs, avant que nous puissions prendre le professeur Nzita, que nous allons prendre tout à l'heure, parce que je vous avais dit que la tranche Notre Congo sera une tranche typiquement littéraire, et pour ce faire, il est là aujourd'hui, parce que nous avons manqué à le faire le dimanche passé heureusement qu'on a pu rattraper la situation au moment opportun. Bonjour, conseiller Guillaume Majolo. Bonjour madame. Voilà, je ne me suis pas trompée. Alors, on vous reçoit par rapport au livre que vous avez pu écrire, Le ventre... Dans le ventre du désespoir. Petite philosophie entre amis. Voilà. Nous signalons aussi que l'auteur Guillaume Manjolo, il a déjà publié autre chose bien avant ça, mais le plus récent avant dans le ventre du désespoir, c'était intitulé Ma Nation. Voilà. Alors, Guillaume, nous vous recevons justement juste par rapport d'abord dans le ventre du désespoir. Et la première question, c'est d'abord, quand c'est lié au ventre, on a tout de suite le dicton qui nous vient en tête, ventre affamé n'a point d'oreille. Comment on va encore lire déjà qu'on n'a pas d'oreille et on sera encore dans le ventre du désespoir? Comment vous expliquez cela? Ben, il y a des explications par rapport à ça, mais j'aimerais tout simplement rappeler avant de commencer, tout en vous remerciant de m'avoir reçu, que j'interviens ici en tant que quelqu'un qui réfléchit sur la société, qui produit des textes, donc ça n'a aucun lien avec les activités des conseillers. Non, mais c'est pour ça que nous n'avons pas vraiment épinglé votre fonction actuelle. C'est très bien. Donc je suis avocat, écrivain, essayiste, et dans ce cadre ici, c'est un texte plutôt de la philosophie sociale, mais pas dans son sens essai, mais plutôt dans le sens d'une observation simple, personnelle, par rapport à une photographie à un moment donné de la société congolaise. Et dans les ventres du désespoir, effectivement, lorsqu'on parle du ventre, il faut d'abord être nourri. Du ventre affamé, tout ça, c'est ces aphorismes qui sont assez intéressants. Très négatifs d'ailleurs. Exactement, ça a participé au fait à la réflexion, entre parenthèses. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le ventre ici, tel qu'est cité, c'est un lieu de discussion. Mais ces lieux-là, malheureusement, il est désespérant. Non, c'est une métaphore que vous avez mis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation complètement de désespoir total et les gens se rencontrent pour pouvoir discuter de leur situation personnelle. Bon, chacun présente sa position, et il y a une antagonie assez prononcée, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté quelqu'un de totalement misanthrope qui, pour lui, la société ne peut plus reproduire, c'est-à-dire que bon, il se fait l'image, c'est lui qui a écouté les sons de cloche, qui est parti aux élections par exemple et tout ça, qui a posé sa feuille ou son bulletin dans l'urne, dont les résultats n'ont pas été concrets en ce qui le concerne personnellement, n'ont pas été d'une issue favorable. Et puis il y a l'autre qui lui estime qu'effectivement on peut parfaire la société, c'est-à-dire que toutes les erreurs constatées peuvent être modifiées au fil du temps. Donc maintenant ils sont en pleine discussion, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation désespérante. Alors, ça se situe où, globalement? J'ai recentré la situation dans une cellule de prison, c'est pour vous dire. Donc, vous êtes allé loin. Je suis parti plus loin, parce que bon, les ventres, on ne sait pas photographier plus facilement, on ne peut pas imaginer quand on dit ventre affamé par point d'oreille, dans les ventres du désespoir, mais les ventres du désespoir ici, c'est une cellule de prison. Oui. C'est-à-dire les gens sont enfermés dans une situation, mais c'est une métaphore là aussi. Mais pour avoir brûlé les lois de la nation, de toute non, façon. Pas dans ces cadres-là, c'est tout simplement dans les cadres de dire, voilà, nous sortons du périmètre où il y a une influence extérieure. Oui. Nous sommes face à face, on va réfléchir. Dites-moi, il n'y a pas d'incidence extérieure. Il n'y a personne qui va applaudir, il n'y a personne qui va huer. Tout simplement, dites ce que vous pensez. Donc ils sont entre amis. Ils sont entre amis. Prisonniers. C'est pour ça qu'il parle des petites philosophiques entre amis. C'est-à-dire, quelles sont les philosophiques ici, un peu comme la période ancienne de Socrate, lorsqu'il est avec ses disciples autour de lui en train de discuter en permanence. Ça s'appelle les petites philosophiques. C'est-à-dire que chacun essaie de sortir sa petite sagesse. Comment voit-il la société congolaise? Comment il la présente? Comment il la sent? Comment il la met en perspective? Alors, bon, il y a deux positions. Donc là, Guillaume, vous avez étudié le comportement, les habitudes, mais qu'est-ce qu'il en sort? Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas pu lire ça. On ne sait même pas si ça a été en vente ici à Kinshasa pour savoir qui a pu le lire. Mais on voudrait bien savoir l'issue justement de cette discussion. Les deux personnalités, si vous pouvez nous les décrire. L'issue de cette... C'est-à-dire qu'il y a l'acteur principal ou l'outil du travail est articulé autour de M. Tsuya. C'est son nom. C'est un Congolais d'origine. Il se trouve être enfermé dans une conception telle que
ça l'a poussé à devenir misanthrope. C'est-à-dire qu'il n'aime même plus la société. Parce qu'il a fait confiance depuis le départ. Il est issu d'une famille très très modeste et tout ça, mais avec une forme d'intimité positive dans sa petite famille où il y avait la misère, mais néanmoins il y avait le respect, il y avait la politesse, il y avait la discipline, l'organisation, il y avait la fierté. Il sort de là pour affronter la société après la mort de ses parents, affronter la société. Il découvre qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans la société. Tout ce qu'il a appris de ses parents, l'essentiel était faux. Il découvre par exemple qu'il y avait un comportement pas très catholique de la part des prêtres catholiques. Ils ne disaient pas si catholique que ça. Il dit, tiens, c'est quand même bizarre. Toute mon enfance, j'ai pensé que ça, c'était la rectitude, l'organisation sociétale la mieux structurée. Mais finalement, ce n'est pas la vérité. Il découvre énormément des choses, mais il a la chance quand même de pouvoir faire un parcours scolaire qui, quand on regarde par rapport à l'époque, était gratuit, était soutenu, il y avait tout ce qu'il fallait, tout ça. Donc, il entre dans ces matières, notamment dans les mathématiques, où il apprend beaucoup de choses. Il est tout à fait content de lui par rapport à cette démarche-là. Mais néanmoins, il est effrayé par la société et finalement, il désapprouve la société, il sort de la société, il se met à l'écart de la société. Il la regarde de loin. Il est de loin. Maintenant, il commence à critiquer, c'est un peu ce qu'on pourrait dire des Zarathustra, des Bouddhas à un moment donné, les gens qui sortent de la société à un moment donné pour venir un peu aller à l'écart, commencer à réfléchir et poser des questions sur la société. C'était un peu ça. Bon, maintenant, il y a un qui participe réellement à la vie de la société, qui est un enfant des bourgeois, il est bien né dans du coton et de la soie et tout ça, qui a évolué, mais finalement, qui n'a pas de contact tout à fait réel avec son père. Ce qui est ambivalent, c'est quoi? C'est-à-dire aussi vrai que les parents les plus pauvres ont une sorte de liaison, des liens familiales très intenses avec leurs enfants, dans leur misère et tout ça, il y a une sorte de, comment dirais-je, de confiance mutuelle, une intimité permanente. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, mais tout est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a que du pondou, on va manger du pondou. Rien n'est faux. Mais au plus on monte dans la structuration sociétale un peu la plus élevée, les mensonges interviennent, tout est faux. Tout est faux. C'est le pouvoir de l'argent et du sexe. Le pouvoir de l'argent et du sexe, mais c'est repris là-dedans. Vous verrez, vous aurez du plaisir à pouvoir voir le pouvoir de l'argent et du sexe. Tout est quasiment faux. Les pères ne parlent pas aux enfants, la mère est occupée à vouloir se chercher à acheter des maisons, des appartements, tout ça pour les normes de parure, pour paraître. Donc finalement, il n'y a presque rien. Et les enfants sont la plupart du temps légués entre les mains de quelques régents ou domestiques pour pouvoir s'en occuper en termes d'éducation. Donc globalement, rien n'est fait d'intéressant par rapport à ça. Donc voilà un peu deux personnalités qui se trouvent face à face et qui, au regard d'un certain concept d'Habermas qui dit deux personnes participant à une communauté particulière qui sont face à face pour pouvoir discuter, sans a priori, chacun avec sa position mais totalement tranchée. Opposition, majorité. Mais imaginez-vous simplement, à un moment donné, opposition-majorité, enfermée à un endroit où il n'y a personne pour applaudir, où il faut, argument contre argument, aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup qui ne s'en sortiraient pas. Du ventre Du espoirs, Maître Mangelo, ma curiosité va sur la feuille de garde, la couverture de votre ouvrage. C'est quoi cette image? Ça vient d'où? L'image d'un enfant avec à peine une chemise qui n'a plus de boutons, qui doit avoir deux boutons ou pas truc, en culotte. C'est quoi cette image? Mais cette image, je l'ai commandée. J'ai découvert qu'effectivement, il y a énormément de talent dans ce pays, énormément de talent. Et c'est un académicien de beaux-arts, c'est un jeune peintre très talentueux qui travaille sur l'enfance avec de lumière extraordinaire. C'est un peu du Vermeer, c'est un peu du Rubens en termes de lumière. C'est un peu mais il a une photographie de l'enfance très aboutie. Ça m'a perforé complètement. Et alors, je lui ai demandé de me faire l'image de Tsuya, comme vous avez quand même lu les livres, lorsque il doit quitter ses parents. Il découvre que ses parents, tous les deux parents, meurent en même temps, le même jour. Et l'enfant découvre, il est fils unique, il est en face de deux parents qui viennent de mourir, il doit aller chercher l'aide chez les voisins, tout ça. Il est dans cet état-là. Donc j'ai voulu que ça parte de là. Mais cette image en même temps est l'image actuelle qu'on trouve à Kinshasa partout. C'est ça l'image qu'on voit partout. Ah bon? Dans les rues de Kinshasa, je ne sais pas si vous passez sur le boulevard, en tout cas on est accroché par ces enfants qui sont dans cet état-là en train de vous demander la pitance. C'est quotidien. Mais ils n'ont pas ce regard-là. Ce regard a l'air un peu plus réfléchi parce que là ils sont... Oui, c'est-à-dire que là ils sont juste dans une dimension de quoi survivre. Mais ici il est dans une double dimension de la société.
Je sors de mes parents dans un confort qui est le sien, hein, c'est un confort quand même, et je vais où maintenant? Je vais affronter quelle société? Quel monde? Je n'ai personne. Oui, il a vraiment l'air perdu là. Il est perdu, il est perdu. C'est le désespoir total. Mais c'est ça aussi la société congolaise aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des gens se trouvent dans le désespoir total. Parce que les débats d'idées n'existaient pas, il y a les débats des positions, je suis plus fort que toi, j'ai dit la vérité, tu dis bah non. Partons sur les idées simples. Les idées simples. Ne compliquons pas les choses, moi je sais mieux faire que vous et tout ça, non. Partons sur des idées simples. C'est quoi la RDC aujourd'hui? C'est quoi la société congolaise? C'est quoi l'enfant congolais aujourd'hui? Quelles sont ses origines? Il va où? Quelle est la direction? Quelles sont ses espérances? Ce sont des questions simples qu'il faut poser. Je ne demande pas de poser de grandes questions. Ce n'est ni uniquement politique, ni uniquement sociologique, ni uniquement économique, mais c'est un ensemble. C'est une cartographie comme ça qu'il faut devoir apprécier au regard de notre société. Il y a plusieurs compartiments qu'il faut devoir évaluer. Mais la plupart du temps, je vous vois inviter des gens, des grands talents qui passent par ici et tout ça, mais globalement, les gens parlent toujours la même chose. Oui. J'ai raison, il a tort. Nous, on a fait tel, je n'ai jamais fait ça. Mais finalement, la société n'a pas vraiment beaucoup avancé. Nous sommes toujours en train de pouvoir diverser, Enfin, traîner, on cherche toujours à tirer la couverture de son côté. Oui, mais c'est toujours ça. Mais est-ce que dans 50 ans, on parlera de quoi? Dans 50 ans, on parlera des idées qu'on aura figées dans les marbres. C'est ce qu'on parlera. Au jour d'aujourd'hui, j'ai grandi avec les discours de Lumumba jusqu'aujourd'hui. Il est affiché chez moi à la maison. Les discours, les jours de l'indépendance. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais entre l'indépendance jusqu'aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'est ces textes-là. Pour quelqu'un qui avait une instruction tout à fait modeste, mais qui a lu, qui a énormément lu, qui a énormément lu, et qui ne se fait que sur les idées. Au jour d'aujourd'hui, on découvre que Mandela avait dit juste un mot, on dit voilà, moi je préfère être enfermé pendant X temps, tant qu'il n'y a pas un homme, une voix, par rapport au vote. Oui. Ça fait le buzz, comme on dit, et c'est resté dans les annales des idées politiques, des idées de la société. Et Obama vous dit, si, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Simplement. Mais je demande aujourd'hui, pour trouver des idées de cette nature-là, des synthèses en 2-3 syllabes qui pourraient donner espoir à une population et tout ça, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc notre société, malheureusement, c'est un cafouillage assez folklorique à un moment donné, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Nous sommes pétris de talent, des possibilités. Malheureusement, ce n'est pas mis en exergue. C'est ça, en fait, ma grande souffrance à ce niveau-là. Alors, comme le dit Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Aussi simple. Ça paraît tellement simple. Mais c'est si beau et profond. Ma grande curiosité, c'est de savoir ces gens qui se trouvent dans le ventre, qui se trouvent dans un cadre bien déterminé, comment en fait se terminent ces échanges. Mais je vous laisse le soin de pouvoir aller jusqu'au bout. Non, mais en fait, je me mets à la place du téléspectateur qui me suit. Donc, oui. C'est-à-dire que vous avez cadré la circonstance, le pourquoi et le comment. Mais ça se termine comment, puisqu'on ne sait pas où se procurer justement dans le ventre du désespoir. Non, ça va venir. C'est-à-dire que la sortie officielle en ce qui concerne la RDC, oui. Je pense que la RTNC, qui est la télévision mère de la République, s'est associée dans la mesure où, au moment où je parle, mon fils qui a participé, qui a vu l'écriture, qui a été mon premier lecteur et tout ça, était complètement ému. Il me regarde à Bruxelles. Mon fils Kachi me regarde maintenant à Bruxelles. Et il est au courant qu'effectivement... Il en faut pour les Congolais. Si. C'est-à-dire que c'est un jeune garçon qui va avoir 15 ans le 18 février, mais que j'ai initié à la congolité depuis sa naissance. Okay. Au moins, il ne sera pas surpris quand il entrera dans la société. Non. Vous l'avez préparé à ne pas se retrouver dans le ventre du désespoir? Il est très préparé. C'est-à-dire que la préparation telle que moi j'ai eue aussi, par rapport à mon propre père, qui est quand même un pionnier de l'indépendance, c'était pas l'argent, c'était pas quoi que ce soit d'autre, c'était juste la formation, l'éducation. Et mon fils a eu ça, c'est l'éducation et la connaissance de la terre congolaise. Depuis l'âge de 6-7 ans, je l'amène pas à Kinshasa, mais je l'amène chez moi à Kalumbu, à Luiza. Donc, c'est-à-dire qu'on doit traverser toute la République en avion dans un premier temps jusqu'à Kananga. Des Kananga, on prend un véhicule jusqu'à Luiza. Des Luiza, on prend un autre véhicule jusqu'à Kalumbu. Donc, on fait à peu près 2 jours de route pour arriver jusque-là. Donc, de son Bruxelles natal, je dis, mais ça, c'est pas toi. Toi, c'est ici. Il voit cette terre rouge avec tous les paysans en train de traîner autour de lui. Et il comprend ce qu'est le Congo. Et le souci que je lui dis maintenant, c'est quoi? C'est la transformation de ces Congos. Tu as intérêt à pouvoir capitaliser ce que tu vas apprendre, amène tes amis pour changer ici. C'est ton pays ici. Voilà. C'est ça en fait. Alors, Maître Guillaume Mangelot, en parcourant l'ouvrage, on trouve que c'est une histoire que vous
Vous semblez relater Oui. en jouant le deux rôles. Ben, quel est le but que vous poursuivez en mettant à la disposition le Congolais ou encore d'autres peuples du monde cet ouvrage? Oui, le but poursuivi ici, c'est la réflexion, c'est-à-dire que les connaître toi-même. Oui, cogito ergo sum. Voilà. Les connaître toi-même est là. Nous sommes partis dans un mouvement d'embrasser énormément de choses, énormément de formations, mais finalement, le point de départ, c'est qu'on ne se connaît pas soi-même. La plupart des gens qui vous allez affronter, quand vous leur posez des questions, simple question, monsieur, madame, qui êtes-vous? Posez la question autour de vous. Qui êtes-vous? Ne me parlez pas de vos diplômes, ne me parlez pas de votre famille, parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? Les gens ont difficile à pouvoir déterminer qui ils sont exactement. Voilà. Et ces textes permettent de pouvoir vous poser cette question-là et vous donnent les pistes de réflexion pour pouvoir dérouler un raisonnement sur qui vous êtes exactement et quelle est votre place dans la société et votre fonction dans la société congolaise. Oui, alors, Maître Guillaume, nous allons évoluer. Là, il y a un message pour vous de la part de Victoire Kitenge, qui vous connaît personnellement, qui apprécie l'aspect que vous avez abordé dans ce livre, mais qui demande comment se procurer justement ce livre. Donc, nous revenons encore à la question première. Oui, la première Vous l'avez lu, votre fils le connaît, mais maintenant la population congolaise, parce que c'est Victoire Kitenge. Oui, monsieur Kitenge, bon, mais déjà, merci de regarder RTNC, puisqu'au moins on peut avoir de très bonnes informations. Ici, il n'y a pas que l'amusement, il y a aussi de l'intelligence qui est mise en exergue. Bon, non, c'est-à-dire que pour les textes, comme je disais, j'en parle pour l'instant, il y a une sortie officielle qui sera faite. J'ai réduit le plus possible les prix, ça va tourner entre 7 et $10 au grand maximum, et peut-être $5, ça dépendra.